Je vais donc ouvrir cette table ronde sur les enjeux territoriaux. Dans de grands changements, on le sait, ça a été dit et rappelé, ont marqué nos territoires en France, en particulier le redécoupage régional et la redéfinition de certaines compétences. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte place en fait les territoires au cœur de l'action climat, air, énergie. Et elle renforce, en tout cas sur les principes, les moyens d'action des collectivités territoriales. Alors ce matin, nous avons une bonne heure pour échanger avec vos questions. Merci de les préparer pour la deuxième partie de la table ronde. Et pour mieux cerner les impacts, finalement, les impacts de la nouvelle donne territoriale sur l'activité gazière et pour mieux comprendre aussi les rapports de coopération à l'échelle territoriale, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir un panel de 5 personnalités particulièrement légitimes pour nous parler de ces enjeux qui auront chacune d'entre elles 7-8 minutes dans un premier temps pour exposer leur point de vue et puis échanger avec vous. J'appelle d'abord, priorité aux femmes, Virginie Schwartz, merci de me rejoindre, mais je vous appelle aussi, du fait de vos grandes compétences en matière de transition énergétique, vous êtes directrice de l'énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, intitulé général écologie, développement durable et de l'énergie, parce que les deux choses sont liées dans ce ministère depuis quelques années. Vous avez été auparavant directrice générale déléguée de l'ADEME, qui est une grande structure opérateur de l'État en faveur de la transition énergétique et écologique. Et auparavant, vous avez, il faut le souligner parce que ça fait partie de votre champ de compétences et des expériences que vous mettez aujourd'hui à profit, à New York. Vous avez été en poste de 2007 à 2009 pour le programme des Nations Unies pour le développement. Et au jour d'hier et d'aujourd'hui de l'Assemblée générale des Nations Unies, où la question climatique, parmi d'autres, préoccupante, il y en a d'autres préoccupantes, mais enfin la question climatique a été bien évoquée, votre point de vue sera particulièrement précieux. Merci beaucoup de votre présence à ce congrès. J'appelle l'un des piliers de la Haute Assemblée Sénat, cher Ladislas Poniatowski, merci de nous rejoindre. On peut applaudir le sénateur de l'Eure. Merci beaucoup. Oui, le Sénat, c'est quand même l'Assemblée issue de la représentation territoriale. Vous êtes sénateur de l'Eure, donc, et vous êtes ici aussi au titre de président du syndicat de l'électricité et du gaz de ce beau département de l'Eure. J'appelle Jean-Louis Bal pour compléter la table ronde. Vous êtes le président du CER, vous connaissez bien sûr tous le syndicat des énergies renouvelables, donc sujet évidemment d'avenir en lien avec l'activité gazière du futur. Merci. Peut-être sur ma gauche pour équilibrer, mais bon, les places seront libres pour les deux autres. Donc merci. Vous avez aussi participé au comité d'organisation et d'orientation, en tout cas, de ce congrès national du gaz pour mettre les questions de l'énergie renouvelable au cœur des débats. Merci d'être avec nous. Édouard Sauvage, merci également de me rejoindre. Vous êtes directeur général de GRDF, grand opérateur français de l'énergie que l'on connaît. Vous allez nous parler des logiques de décentralisation, particulièrement efficientes en ce domaine pour le gaz, en certains domaines. Et je précise aussi que vous êtes polytechnicien, diplômé d'École nationale des ponts et chaussées. Et vous avez rejoint EDF-GDF Service en 1997, puis Gaz de France, et qu'en 2013, vous avez intégré le comité exécutif de ce grand groupe. Enfin, last but not least, comme on dit, Eva Henning, que je vous demande d'applaudir particulièrement,
qui nous vient d'Allemagne et précisément hier de Bruxelles, m'a-t-elle expliqué. Vous nous rejoignez, merci beaucoup, pour nous parler en fait des comparaisons possibles entre le système allemand et le système français. Vous êtes à la tête du département politique publique et finalement stratégie, on va dire, de TUGA, qui est un gestionnaire du réseau allemand. Décentralisation, fédéralisme même, vous nous en parlerez avec beaucoup d'expérience. Et depuis 2012, je peux souligner que vous êtes présidente du comité des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz à Eurogaz. Donc vous avez aussi une vision, une expérience au-delà du land de Munich. Je crois que vous êtes implanté, le TUGA est implanté à son siège à Munich. Voilà, merci beaucoup à tous les 5. Donc Virginie Schwartz, merci de faire peut-être un panorama, rappel rapide du schéma institutionnel et puis des perspectives qu'on a devant nous. Merci, bonjour à tous. Vous l'avez rappelé en introduction, la loi de transition énergétique pour la croissance verte était porteuse d'une vision d'une énergie plus déconcentrée, dans laquelle les territoires, les citoyens, les collectivités pouvaient se réapproprier la maîtrise des productions et des consommations d'énergie. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne s'était rien passé avant, et il y avait heureusement déjà nombre de territoires qui s'étaient emparés des questions énergétiques, mais la loi de transition énergétique a permis d'ancrer de manière institutionnelle ce principe et d'aller un peu plus loin avec un certain nombre de mesures réglementaires, la généralisation des plans climat, air, énergie territoriaux qui ont été évoqués par Carole Delga, l'accès des collectivités aux données de production et de consommation d'énergie locale, la possibilité d'expérimentation sur un certain nombre de sujets. Et puis dans le même temps, le ministère a soutenu les dynamiques locales au travers d'apports financiers avec à peu près 500 territoires à énergie positive pour la croissance verte qui se sont engagés, qui ont manifesté leur volonté d'aller plus loin dans la transition énergétique. Le plan climat qui a été annoncé par le gouvernement au mois de juillet dernier permet d'aller encore plus loin dans cette volonté et vise à accélérer et à rendre irréversibles tous ces objectifs qui étaient dans la loi de transition énergétique en affichant notamment une nouvelle ambition, celle de la neutralité carbone pour la France à l'horizon 2050. On sent qu'il y a une inflexion très forte de cet été, vous l'avez rappelé, mais aussi continue, nous venant du président de la République. On l'a entendu hier évoquer ce grand rendez-vous du 12 décembre 2017, qui sera un rendez-vous mondial bis pour Paris, sur ce sujet du climat. La France confirme son ambition, elle a contribué à la réussite de l'accord de Paris et elle souhaite maintenant s'assurer qu'effectivement ce qui a été signé se concrétise de façon la plus rapide, la plus efficace possible, à la fois à l'international, mais aussi en France. Et donc, en France, tous ces objectifs nous obligent à repenser la façon d'appréhender le gaz dans les territoires, avec en particulier 2 enjeux qui ont été évoqués par Jérôme Ferry dans son introduction. La première qui est la perspective de l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz. Alors la France a la chance d'être dotée d'un important réseau de transport et de distribution de gaz. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais l'injection de biométhane finalement permet un nouvel usage de ces réseaux. Elle offre une opportunité pour les territoires en développant une production locale, renouvelable. Et qui permet ensuite, au travers des réseaux dont nous disposons, d'irriguer tout le territoire. La programmation pluriannuelle de l'énergie avait fixé des objectifs ambitieux en matière de biométhane injecté, avec l'ambition d'atteindre 1,7 TWh fin 2018 et 8 TWh fin 2023. Alors, on voit que la filière se développe. Au premier semestre 2017, on a des capacités qui ont été installées qui sont quasiment le double de celles qu'on avait au premier semestre 2016. Donc voilà, la dynamique est là. On voit qu'on a presque plus de 6 TWh qui sont dans les tuyaux comme projet en cours.
Donc une vraie dynamique, mais en même temps la nécessité d'aller plus loin et plus fort si on veut vraiment atteindre les objectifs de la PPE. Pour ça, nous travaillons aujourd'hui à compléter le panel des dispositifs de soutien avec un dispositif d'appel d'offres ciblé sur le biométhane injecté, comme le permet la loi, voilà, qui permettra de compléter aujourd'hui le système de fil de l'eau qui existe dans le cadre du tarif. Et puis, pour pouvoir réexaminer plus globalement l'efficacité des dispositifs de soutien et si besoin les adapter, nous engageons un bilan technique et économique de la filière, alors qui nous conduira à interroger les professionnels, à les mobiliser un peu pour qu'ils répondent à nos questions, mais qui nous permettra ensuite d'avoir une vision plus précise de ce dont nous avons besoin en matière de dispositifs de soutien. L'autre grand enjeu, c'est bien sûr le développement de la mobilité gaz, en particulier pour le transport routier de marchandises. La mobilité gaz constitue vraiment une des opportunités pour décarboner ou en tout cas réduire les émissions du secteur des transports de marchandises, à la fois réduire les émissions de CO2, mais aussi réduire les émissions les polluants locaux. Et en cette journée nationale de la qualité de l'air, il faut rappeler que c'est aussi un enjeu essentiel dans beaucoup de territoires. Donc la PPE a fixé un objectif de parc de poids lourds roulant au GNV de 3% en 2023 et 10% en 2030. Ça suppose le développement d'une infrastructure d'avitaillement, donc dans ce qu'on appelle le cadre national d'action pour le développement des carburants alternatifs, le CANCA. On aime bien les sigles dans l'énergie, en particulier quand ils nous viennent de Bruxelles. Merci de nous traduire. Donc voilà, le CANCA avait fixé une première étape pour le développement des infrastructures, 115 points de ravitaillement en gaz naturel compressé, 25 en gaz naturel liquéfié à l'horizon 2025. Mais le retour d'expérience que nous faisons, c'est que sur une filière aussi émergente, le plus efficace n'est pas de simplement développer des points d'alimentation un peu dispersés sur le territoire, mais qu'il faut réellement penser en même temps le développement de l'offre et le développement de la demande. C'est dans cet esprit que l'ADEME a lancé un appel à projet pour financer en même temps des acquisitions de poids lourds GNV et des développements d'infrastructures de ravitaillement. Il y a une dernière phase de cet appel d'offres qui vient de se terminer là, il y a quelques jours, avec beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Donc là encore, la confirmation d'un dynamisme dans ce secteur. Le relais devrait être pris par le fonds de mobilité qui a été annoncé par le gouvernement. Et puis, bien sûr, pour mémoire, pour continuer à travailler sur la demande et le développement des camions GNV, la loi de transition énergétique prévoyait des obligations de renouvellement des flottes publiques avec des véhicules à faible émission, dont le GNV fait bien partie pour les véhicules lourds. Pour travailler, réfléchir à tous ces sujets, il y a 2 étapes importantes qui s'ouvrent devant nous. Les assises de la mobilité qui ont commencé hier et qui vont évoquer bien sûr des questions d'infrastructures classiques, mais aussi les nouvelles mobilités et les nouveaux carburants. Et donc on va avoir des débats qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Et puis la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous savez qu'une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie doit être finalisée d'ici fin 2018. Et donc, nous avons lancé les travaux de révision. Comme pour l'édition précédente, ça va commencer par une série d'ateliers thématiques réunissant l'ensemble des parties prenantes et des experts sur chacun des sujets. Une vingtaine d'ateliers qui vont se réunir d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, une attention qui sera consacrée notamment à la question du biogaz, mais aussi à d'autres questions qui concernent le gaz, comme la sécurité d'approvisionnement.
j'en dis un petit mot, même si c'est pas directement le sujet de la table ronde. Aussi après. Dans le débat. Voilà, simplement, et puis on en reparlera cet après-midi dans des ateliers plus spécifiques, mais voilà, je voulais redire l'engagement du gouvernement à faire aboutir la réforme sur la régulation des stockages de gaz. Nous avons pu sécuriser la situation pour l'hiver prochain, l'hiver 2017-2018, grâce à l'arrêté publié au mois d'août, qui permet que, bien sûr, l'obligation de stockage soit respectée, et qu'elle soit respectée à 98% par des stockages en France, aériens ou souterrains, et à 88% par des stockages souterrains en France. Je le dis parce qu'on a parfois entendu quelques autres chiffres qui ont circulé. Mais il est clair que ça ne suffit pas et qu'il faut aller au-delà. Le gouvernement a prévu de demander au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet. Dans le projet de loi sur l'interdiction des hydrocarbures, dont les débats vont commencer à l'Assemblée nationale le 3 octobre, donc on y est presque. Et en parallèle, de façon à ce que la réforme soit prête pour l'hiver gazier 2018-2019, nous avons déjà engagé les concertations depuis le mois d'août sur le projet d'ordonnance lui-même, avec notamment une réunion du comité ATS qui a été spécifiquement consacré à ce sujet, et puis des échanges qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Voilà, donc beaucoup d'occasions d'échanger sur ces sujets. Et voilà, et j'invite tous ceux qui le souhaitent d'ores et déjà à s'y préparer et à nous faire parvenir leurs idées, leurs propositions, leurs suggestions, de façon à ce qu'on puisse les intégrer. Merci beaucoup. Et vos questions, dans quelques minutes aussi, peuvent converger vers nous. Ladislas Poniatowski, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Vous allez nous dire, en tant que non seulement représentant de la Haute Assemblée, mais aussi acteur de terrain dans votre région de l'Eure, belle Normandie, comment vous avez vécu finalement cette nouvelle donne territoriale appliquée aux activités gaz et électricité, puisque vous êtes président de syndicats qui lient les deux types d'énergie. Comment avez-vous vécu ça et quelles sont les perspectives positives ou moins positives que vous voyez à l'horizon proche? Merci d'avoir bien précisé que vous m'avez invité pas simplement en tant que parlementaire spécialiste de l'énergie. Je suis tenté de dire que je suis tombé dedans comme Obélix depuis que je suis tout petit, puisque déjà, en tant que député, j'ai quasiment été rapporteur, j'étais président de la commission de l'énergie, rapporteur de presque tous les textes de loi sur l'énergie. Au Sénat, rebelote. Et je peux témoigner j'ai présidé que vous avez personnellement beaucoup d'énergie. Voilà, et j'étais rapporteur notamment du texte sur la transition énergétique. Mais vous m'avez aussi surtout invité, en tant que président du syndicat de l'électricité et du gaz de l'Eure, pour témoigner en tant qu'élu de terrain. Et justement, quelques chiffres pour vous montrer que je suis, à l'image de beaucoup de syndicats d'électricité et de gaz, une collectivité de terrain. 600 communes, 608 pour être très précis. En matière de gaz, c'est simplement le tiers des communes qui sont raccordées au gaz, mais ce sont près de 65% de la population qui sont raccordées au gaz. Par contre, l'opportunité raccordable, il n'y a que 17% des habitations qui se sont raccordées. Là, c'est un petit message que je vous passe. Ça veut dire que vous, les acteurs du gaz, n'avez peut-être pas été assez dynamiques pour convaincre tous les raccordables de se raccorder. Je vous le dis au passage. Alors, là où les choses ont changé depuis 2005, c'est le fait que ce sont les syndicats d'électricité qui ont la compétence pour lancer des DSP pour étendre les réseaux gaz. Vous n'êtes pas si bon que ça. Je me tourne vers mon voisin du bout de la table ronde. Le débat est lancé. Non, mais vous allez comprendre. En 2005, il y avait 139 communes raccordées. J'ai lancé déjà 6 DSP, donc pas chaque année, mais une année sur deux pratiquement. Sur ces 6 DSP, vous avez été au début un peu dynamique, puisque vous êtes passé de 139 communes à 164. Une vingtaine en plus. Oui, mais heureusement qu'il y avait vos concurrents qui se sont aussi engouffrés là-dedans.
parce que 25 communes ont été, entre guillemets, prises parce qu'elles ont pris le risque, et ce sont vos concurrents qui ont installé des mini-réseaux pour apporter le gaz aux habitants. Je vous le dis au passage parce que alors, la dernière DSP, celle de 2017, elle m'est restée en travers de la gorge. Pourquoi? Alors expliquez pourquoi. Parce que non seulement... parce que la manière dont vous avez tourné le dos à toutes les possibilités d'investir dans des extensions de réseau, vous n'avez pas dit non. Mais vous avez dit aux communes et aux syndicats d'électricité, oui, mais vous m'apportez, je ne vous dis pas les chiffres, ce n'est pas la peine, mais des montants complémentaires pour rentrer dans votre critère de rentabilité qui sont des chiffres honteux. Ah oui, carrément. Non, mais... Donc le débat est lancé. Attendez. Alors, je vais être médiateur parce que le mot est fort, mais enfin, on va essayer de... Non, mais la loi sur la transition énergétique, j'en étais le rapporteur, je le connais sur le bout des doigts. Et je voudrais juste vous faire passer 3 messages sur cette loi, profiter de cette table ronde pour vous les faire passer. Mais il faut que tous les acteurs soient dynamiques, pas que les collectivités locales. J'ai bien entendu la présidente de la région Midi-Pyrénées, qui maintenant est devenue Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. C'est une région comme certaines autres qui y vont avec enthousiasme, qui sont dynamiques. Il faut que tous les acteurs soient dynamiques, pas simplement les collectivités territoriales. Les acteurs, ce sont les producteurs, ce sont les transporteurs, ce sont les distributeurs et ce sont les entreprises. Bon, voilà, j'ai passé mon message. On va leur donner la parole ensuite. Hein. Les trois messages que je voudrais vous passer, ils sont assez courts, je vous rassure. L'un, c'est l'importance des conférences NOM. Vous connaissez presque tout cette conférence NOM, c'était bien sûr dans la loi. C'est le rendez-vous annuel autour du préfet dans chaque département, d'un côté des syndicats d'électricité et de gaz, et de l'autre côté des distributeurs. Là où elles sont engagées depuis un certain temps, et je ne pouvais pas faire autrement que d'être un des tout premiers, puisque j'étais le rapporteur de la loi, vraiment elles servent à quelque chose. Ce rendez-vous annuel permet aux collectivités territoriales de dire voilà ce qu'on a fait, enfin voilà ce qu'on avait prévu de faire et voilà ce qui a été fait. Même chose pour GRDF, même chose pour Enedis, voilà ce qu'on avait prévu et voilà ce qu'on a fait. Et deuxième étape devant le préfet, le représentant de l'État, voilà ce qu'on veut faire l'année prochaine. C'est important parce que ça permet d'être dynamique sur les réseaux, ça permet de se coordonner, ça permet parfois à l'un ou à l'autre d'éviter de faire des investissements, parce que l'investissement fait par l'autre rend service à la part de réseau qui est de la compétence de l'autre. Donc c'est vraiment un rendez-vous annuel, et je profite d'être ici pour dire, sur les 95 départements, bon, allez, maintenant, c'est grosso modo les 3/4 qui fonctionnent bien. Il y a quand même encore une dizaine de départements où il n'y a pas de conférence d'hommes, il n'y a pas ce rendez-vous annuel. Alors tout le monde est responsable, Madame la directrice. Les préfets sont responsables aussi, hein. Mais les distributeurs doivent faire preuve peut-être aussi de plus de dynamisme. Et puis je prends ma part de responsabilité. Je suis vice-président de la FNCCR, la Fédération de tous les syndicats d'électricité et de gaz. Certains de mes collègues, nous aussi, ne saisissent pas l'occasion. Mon deuxième message, c'est aussi une autre, là c'est certes plus récent, instance qui a été créée, c'était la Commission consultative paritaire de l'énergie, gaz et électricité. C'est important car c'est une instance sous la présidence des syndicats d'électricité et de gaz où nous réunissons tous les EPCI, c'est-à-dire dans chaque département, toutes les communautés de communes et les communautés d'agglo. C'est important, pourquoi ? Parce que la loi a donné des compétences importantes en matière énergétique, notamment aux agglos et aux communautés de communes, mais c'est nouveau. Et beaucoup ne sont pas équipés pour répondre à ces compétences qu'on leur accorde. Et donc ces instances permettent notamment à ceux qui sont des vrais spécialistes, que sont les syndicats d'électricité et de gaz, d'aider ces collectivités à prendre en main, et très concrètement, en ce qui concerne les communautés de communes, qui sont plus petites que les agglos, donc qui ont encore moins de moyens, entre guillemets, elles héritent de 2 choses importantes. 1, les PCAET, les plans climat, et 2, peuvent devenir investisseurs dans la production d'électricité et de gaz.
Et ils ne savent pas faire. Et donc, mon deuxième message, c'est ces commissions consultatives paritaires d'énergie. Alors là, pour le coup, c'est plus 5 ou 10% qui n'ont pas été créés. C'est vraiment la majorité des départements qui n'ont pas encore installé ces commissions consultatives. Et l'État a un rôle là-dedans, mais les acteurs élus locaux aussi ont aussi un rôle à... Alors, le troisième message. Voilà, troisième message. Très synthétique. Une chose très importante, et là j'y crois. J'y crois parce que mon métier de base, au départ, en tant que président de syndicat, c'était d'amener les réseaux et d'électricité et de gaz dans tous les foyers, toutes les entreprises de mon département. Mais la loi donne, bien sûr, des compétences beaucoup plus importantes en matière de production d'énergie. Et là, alors merci pour les messages que vous avez passés, on est tous responsables. L'État a son rôle à jouer. Les collectivités territoriales, principalement prévues dans la loi, la région, les EPCI et les syndicats ont un rôle très important. Un syndicat d'électricité, je crois qu'il y a un autre vice-président ici dans la salle, comme moi, on peut tout faire. On peut être pour produire de l'électricité ou pour produire du gaz à partir des énergies renouvelables. On peut être de simples conseils. On peut faire des études. On peut être maître d'œuvre. On peut être maître d'ouvrage et on peut investir. Et là, votre message est précis. Si vous voulez, je veux dire pour beaucoup de collectivités, c'est à la mode, hein, la transition énergétique. Tout le monde veut y aller, mais tout le monde ne sait pas faire. Et tout le monde n'ose pas. Les syndicats d'électricité et du gaz ont de l'argent. Donc, on peut également mettre... Mais non, mais on peut être des partenaires financiers. On peut mettre une partie du capital. Quand on installe aussi bien des éoliennes... qu'une unité de biomasse, que du photovoltaïque, que ce soit un grand champ photovoltaïque ou que ce soit tout simplement 2-3 panneaux photovoltaïques sur le toit d'une école, non seulement on sait faire, mais on peut apporter tout ou partie, tout non, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un partenariat, mais on peut apporter une partie de l'argent. Et donc être levier de développement. Mais bien sûr. Jean-Louis Bal va intervenir là-dessus. Mais il est comme moi, il est avocat, il le dit partout, mais ça suffit pas. Non, mais il est avocat, il défend son secteur. Non, mais avocat auprès des collectivités territoriales. La loi leur donne ce pouvoir, cette compétence. Allez-y. Merci de Quatrième rappeler... et dernier message. Les freins. Il y a un quatrième message. Oui. Non, mais les freins. Dans les freins. On voit l'énergie de M. Poniatowski. Non, mais vous avez choisi un très bon président de région. Parce que c'est une région qui n'a absolument pas attendu la loi sur la transition énergétique pour se lancer dans les énergies renouvelables. C'est une région que je connais bien, j'étais député à l'époque, et je suis allé, moi, accompagner, voir, visiter les premières éoliennes et les premiers équipements photovoltaïques dans cette région. Je crois qu'il y a un ou deux voyages, on l'avait fait même en même temps, ensemble. On avait des députés pour leur montrer ce qu'on pouvait faire. De manière très synthétique, le quatrième message. Non, mais... Alors, il faut... les collectivités territoriales ont envie, mais elles ne savent pas faire. Et donc, il faut que nous les aidions à faire. Et je voudrais terminer là-dessus. L'État, par exemple, je voudrais comparer la production d'électricité et de gaz à partir des énergies renouvelables aux bornes électriques. Les bornes électriques, l'État a été incitatif. Quand vous installez des bornes électriques, 50% dans un département est financé par l'ADEME. Qui a saisi ça? Les syndicats d'électricité et de gaz, parce que le réseau est à nous, on le connaît par cœur, et on sait qu'il vaut mieux être une borne à côté du réseau qu'à 300 mètres du réseau. Résultat, on y est. Certains départements plus que d'autres, mais on est vraiment en train d'installer le réseau de bornes électriques dans toute la France. Et bien sur la production d'énergie, il faut faire la même chose. L'État doit assumer son rôle, il doit être incitatif, financièrement parlant, et il faut que l'État s'appuie sur ceux qui savent faire, et en plus, au passage, ça vaut la peine, ceux qui ont l'argent pour le faire. Merci beaucoup, Ladislas Poniatowski. Jean-Louis Bal, pardon. Merci de nous exposer les champs de développement de votre activité d'énergie renouvelable. En quoi les territoires sont peut-être plus que hier actifs en ces domaines et quels sont les domaines de prédilection qui sont les vôtres pour la promotion de ce grand sujet d'avenir. Merci, bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à votre question, je voudrais rassurer Virginie Schwartz
dans son exercice d'évaluation des dispositifs de soutien au biométhane injecté, les professionnels répondront. Il y aura une réponse. Cette évaluation est une de nos revendications depuis plusieurs mois et donc on ne va pas se louper là-dessus. Sur la question des territoires, sont-ils les nouveaux décideurs de la transition énergétique? Moi, je voudrais en remettre une couche par rapport à ce qu'a dit Ladislas. C'est que oui, ils doivent l'être, mais ils n'ont peut-être pas encore totalement pris conscience ni pleinement mesuré les opportunités. Et par ailleurs, nous, de notre côté, nous, les entreprises, on ne sait pas encore suffisamment travailler avec les collectivités. Et donc, nous sommes en train de développer des partenariats avec la FNCCR et avec l'Association des maires de France. Quand vous dites qu'ils n'ont pas pris conscience suffisamment, vous pensez à des zones géographiques parmi d'autres ou en général? Non, c'est en général, j'ai participé au mois de juin à une journée organisée par l'AMF sur la question de l'éolien. Et la plupart des maires qui étaient là ne savaient même pas comment ils pouvaient planifier le développement, comment utiliser les SCOT et les PLU pour organiser donc la planification de l'éolien. Mais je dis l'éolien parce que c'était le thème de la journée. C'est un enjeu d'information et de formation. Comment ? Un enjeu d'information des élus. Il y a un enjeu de pédagogie vis-à-vis des élus, et je pense que là, aussi bien l'AMF que la FNCCR, je pense que la FNCCR est plus avancée dans ces questions. Mais donc, c'est vrai que les énergies renouvelables, c'est une formidable opportunité de développement, puisqu'on va valoriser des ressources locales. Ça a été abondamment dit par les orateurs précédents et par la présidente de région. On a un système énergétique qui est en train de se décentraliser. Donc, il y a une attente des citoyens qui veulent aller vers beaucoup plus d'autoconsommation ou de circuits courts. Donc, il y a une véritable attente. Et donc, les régions, départements, voire EPCI, sont donc la bonne maille pour la mise en œuvre de cette transition énergétique et pour qu'on en tire au niveau local les plus grands bénéfices et pas uniquement avec de la fiscalité. Il faut aussi créer de la valeur, il faut développer des compétences. On ne va pas nécessairement créer des industries des renouvelables dans chaque territoire, mais on peut, je pense, développer des compétences, développer de l'ingénierie, des services de maintenance, etc. Il y a à réfléchir à ce qu'un projet d'énergie renouvelable ne soit pas simplement une production d'énergie. Et est-ce qu'on peut dire, juste une question un peu générale, peut-être naïve, mais que finalement, le système décentralisé, c'est aux renouvelables qu'il convient le plus, à savoir dans une tradition française d'énergie centralisée quand même, avec ses effets et ses vertus pour l'électricité, le nucléaire. Est-ce que le renouvelable, finalement, c'est pas l'avenir de la décentralisation et réciproquement? Les Allemands ont peut-être beaucoup de choses à nous dire tout à l'heure là-dessus. Oui, certainement. Donc, mais c'est vrai que les énergies renouvelables, c'est des énergies qui sont très diluées, qui sont réparties sur tout le territoire. On ne peut pas les concentrer donc sur quelques installations. Donc c'est forcément à insérer donc dans des projets de territoire. Et la loi de transition énergétique a donné des nouvelles responsabilités, et notamment aux régions. Moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours de Carole Delga. On a maintenant un outil de planification stratégique qui sont les SRADET, donc les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable des territoires, oui c'est bien ça, mais qui vont être élaborés d'ici à 2019 et qui vont intégrer tout ce qu'il y avait déjà comme élément de planification ou comme les schémas régionaux, climat, air, énergie,
les SCOT, les PLU, les schémas de développement de la biomasse, etc. Donc on va avoir vraiment un outil de planification et qui aura un caractère prescriptif. Au sein de cela, le biogaz, avec ses différents débouchés, il a évidemment un rôle très important à jouer. La présidente de la région Occitanie a évoqué l'ambition de passer à 30% de gaz dans la consommation de sa région. J'espère que ce gaz sera du gaz renouvelable, sans CO2 et non importé. Donc, le biogaz, c'est vraiment, encore plus que les autres énergies renouvelables, une opportunité donc, de créer une filière avec une véritable dimension territoriale. C'est compliqué, hein, le biogaz, qu'il s'agisse de faire de l'injection dans le réseau de gaz ou de faire de la production d'électricité. Il y a un premier aspect qui est celui de l'organisation de l'approvisionnement des méthaniseurs et de le faire sur la durée. Donc il y a, de ce point de vue-là, une forte dimension territoriale dans laquelle les collectivités peuvent jouer un rôle très important. Et ensuite, il y a... Elles le jouent partiellement. Elle commence à apprendre. Vous savez, il n'y a pas encore beaucoup d'installations de production de biogaz ou de biométhane sur le territoire. Hein, donc il doit y avoir quelque chose comme 500 installations de cogénération au biogaz Elles et sont 36 où, installations. Y a-t-il une région un peu pilote ou motrice? Une région motrice plus qu'une autre en France, ou deux? Il y a effectivement des régions qui ont été en pointe, mais si vous regardez bien le panorama du gaz renouvelable que nous publions avec les gestionnaires de réseaux de gaz, vous verrez que dans les projets qui sont en cours de développement, ça couvre toutes les régions. Je pense qu'il y a eu quelques régions comme la Bretagne, comme les Hauts-de-France, qui ont été un peu les pionniers. Mais maintenant, elles entraînent les autres. Maintenant, tout le monde y va. Et on observe aussi... du côté du monde agricole, un grand effort de structuration de cette filière, et les agriculteurs commencent à s'organiser, et je pense que c'est une des clés du succès. Maintenant, quand on pense biogaz, biométhane, il y a une immense diversité de types de projets. Vous avez des tout petits projets. On pourra détailler tout à l'heure. La méthanisation à la ferme. Vous avez de la méthanisation collective qui était organisée. Vous avez la possibilité d'injecter dans le réseau. Vous avez la possibilité de produire de l'électricité et de la chaleur. Et il ne faut pas avoir d'a priori sur le type de projet qu'on veut développer. Il y a tellement de cas particuliers. Il y a une diversité qu'on pourra détailler la valorisation dans le deuxième tour de table tout à l'heure. Merci, merci de conclure peut-être ce moment-là. Je vais conclure en vous disant simplement qu'il faut que professionnels et collectivités travaillent vraiment sur des offres de territoire et en incluant toutes les énergies renouvelables. Travailler uniquement sur le gaz renouvelable, c'est très bien, mais il y a tellement de complémentarité entre les énergies qu'il faut vraiment intégrer dans une approche territoriale l'ensemble des énergies renouvelables et, comme je l'ai dit en introduction, travailler aussi à faire de la valeur ajoutée autre que simplement la production d'énergie. Merci beaucoup. On peut vous applaudir aussi. Édouard Sauvage, vous avez la parole à la défense par rapport à ce que l'élu, dans son rôle d'aiguillon des acteurs de la société civile, le situe aussi. Mais merci de nous dire plus généralement aussi quels sont les apports de la nouvelle donne territoriale et comment vous, à la tête de GRDF, vous agissez au mieux selon vos contraintes. Je ne sais pas si vous parlez de parole à la défense. J'ai surtout retenu que le sénateur Poniatowski a considéré qu'il fallait poursuivre le développement du gaz naturel dans les régions. Donc c'est un farouche allié du gaz naturel. C'est comme ça que j'ai pris son interpellation. Excusez-moi. C'est un bel encouragement. Et j'y reviendrai quand même. Je répondrai dans mon intervention à quelques éléments qu'il a pu dire. Je voulais démarrer en revenant sur ce qu'a pu dire
la ministre, et parce que dans son intervention, elle a à la fois parlé de lycée à énergie positive à un moment, à un autre moment, elle a expliqué qu'il fallait développer les territoires à énergie positive, et après, elle nous a dit que son ambition, c'était que la région soit à énergie positive. Et je pense que ça résume bien ce qui a été dit également par Jean-Louis Ball, la complexité de ce monde nouveau, notamment pour les gaziers, d'un monde complètement décentralisé, où la possibilité de produire de l'énergie renouvelable peut se faire maintenant à n'importe quelle échelle, du bâtiment isolé à un quartier, à un écoquartier, à une agglomération, à l'ensemble d'une région. Vous le regrettez, là où on avait un ancien monde où, oui. Je dis pas que c'était facile, mais il fallait aller chercher du gaz loin dans la planète, tirer des gros tuyaux, avoir quelques méthaniers et mettre tout ça dans un système complètement centralisé. Et non, je voulais insister là-dessus parce que c'est ce qui explique pourquoi, effectivement, après, on explique qu'il faut mettre en place les STRADET, les SCOT, les PLUI, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque niveau, régional, départemental, d'agglomération, d'intercommunalité, de communes, se pose cette question d'une planification territoriale qui embarque la problématique énergie. Et c'est vrai que ça rend les choses compliquées, parce que moi, je suis toujours très admiratif quand on voit des élus locaux qui, effectivement, doivent gérer tous les enjeux de société, de la planification urbanistique, à la formation, à effectivement la recherche. Et la ministre a aussi pu parler du laboratoire de l'INRA à Narbonne, qui est spécialiste en méthanisation, qui est une référence mondiale en termes de compétences sur comment fonctionnent les petites bactéries qui permettent effectivement de transformer des déchets, qui soient agricoles ou qui proviennent de la restauration, en énergie, et notamment pour permettre que du biométhane soit injecté dans nos réseaux. Et donc c'est vrai que cet énorme challenge fait que le monde est compliqué et fait que le discours des gaziers, qui est d'insister sur la complémentarité des solutions, d'insister sur le fait que nos réseaux sont complémentaires d'autres solutions énergétiques, est plus difficile à vendre que certaines énergies très hégémoniques, expliquant que l'avenir, de manière évidente, est à l'électrification totale du système, ce qui nous semble totalement irréaliste à court terme. Je donne toujours cet exemple. Aux Pays-Bas, la puissance appelable sur le réseau gazier, c'est 10 fois la puissance appelable sur le réseau électrique. Alors, je ne sais pas si dans un siècle, on aura changé ces équations-là, mais on voit bien que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et que l'avenir, elle est bien dans cette recherche de complémentarité qui rend les sujets très compliqués parce que les bonnes solutions doivent se trouver en complémentarité. On a vu récemment des annonces dans les Alpes-Maritimes sur le projet FlexGrid, qui est un projet pilote européen, où là, pour le coup, on a effectivement RTE, Enedis, GRDF et des tas d'autres opérateurs qui se mettent de concert pour trouver les bonnes solutions, pour développer, s'agissant de solutions gaz, des micro-cogénérations qui permettent d'éviter des phénomènes de pointe électrique, pour développer effectivement le transport au gaz naturel, là aussi, parce que si on devait du jour au lendemain basculer tous nos véhicules sur des solutions électriques, les réseaux ne le permettent pas. Je donne toujours cet exemple qu'aujourd'hui, la puissance que délivrent les stations-service d'autoroute, puissance au sens capacité à transférer de l'énergie d'une pompe à essence dans un réservoir de véhicule dans un temps limité, c'est 4 fois la puissance du parc nucléaire français. Donc, je ne dis pas que tout ça ne va pas évoluer, tout va évoluer, mais il faut bien mesurer la complexité de ces évolutions et la complémentarité du réseau gazier qui est indispensable. Une petite question. Et effectivement, pour respirer, Édouard Sauvage, une petite question de respiration. Est-ce que, j'en déduis, que vous souhaiteriez une meilleure simplification des échelons de décision territoriaux? Est-ce que c'est votre souhait théorique et pratique ou pas? Non, je pense qu'un monde complexe ne se simplifie pas. Mais il faut en appréhender sa complexité par le dialogue. Et c'est pour ça, je rejoins complètement les propos du sénateur Poniatowski. C'est important, et je pense que tous ces schémas, toutes ces instances de dialogue sont indispensables pour que, effectivement, les élus puissent mesurer les conséquences économiques de leurs décisions, que les administrations puissent mesurer les conséquences économiques de leur réglementation. Parce que, comme je le disais, à n'importe quelle échelle, vous pouvez aujourd'hui vous permettre de dire je vais viser l'énergie positive et un bilan carbone neutre à cette échelle-là, mais il faut chercher après l'échelle de solidarité et de cohésion
la plus efficace et la plus pertinente. Et celle-là, il va dépendre des territoires, parce qu'elle va dépendre des consommations et elle va dépendre des potentiels. On imagine bien que les solutions ne sont pas les mêmes si vous êtes en pleine agglomération parisienne ou si vous êtes dans des territoires semi-urbains ou si vous êtes dans des territoires ruraux. Et c'est vrai que ce qu'on dit, nous, à GRDF, c'est qu'on opère aujourd'hui 200 000 km de réseau qui sont la propriété des collectivités locales. C'est 5 fois le tour de la Terre. Je comprends qu'il manque encore quelques kilomètres dans le département de l'Eure. Notamment, je pense que tous les projets de biométhane agricoles qui sont essentiels et où on a un très gros potentiel qui apparaissent, ce sera aussi une possibilité d'élargir ce maillage et effectivement de jouer une complémentarité entre un monde rural et le monde urbain. Et je rajouterais juste dans son intervention, le sénateur a bien indiqué qu'aujourd'hui, il y avait 17% de pénétration une fois qu'on a posé le réseau. La réponse à est-ce qu'on peut poser plus de réseaux, c'est d'augmenter ce taux de pénétration. J'ai entendu le ministre faire des annonces sur un recentrage des certificats d'économie énergétique pour mettre fin aux chaudières fuel. Je ne doute pas que le sénateur nous aidera à expliquer que remplacer les chaudières fuel par des chaudières gaz dans certaines zones, c'est un très bon usage des certificats d'économie d'énergie. Merci beaucoup, Édouard Sauvage, de ce panorama rapide. Et chaque point peut être débattu d'ailleurs dans la deuxième partie de notre table ronde. Mes paroles, merci beaucoup une fois encore à Eva de nous avoir rejoints ici à Paris pour débattre de ces enjeux qui évidemment doivent tenir compte des expériences voisines, allemandes en particulier et européennes en général. Merci de nous parler de votre expérience TUGA et peut-être de tracer les points de similitude et de non-similitude entre système allemand et système français. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous avez eu besoin d'une traduction, mais j'ai constaté que vous parliez très bien le français et que vous proposiez de vous exprimer en français, c'est bien ça ? Je commence en français, mais je vais continuer en anglais. En anglais, d'accord. Ou dans le dialogue tout à l'heure en français, oui, mais dans le propos liminaire. Donc, si vous avez des écouteurs pour la traduction pour ceux qui le souhaitent. Merci bien. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Mon français n'est pas aussi bien, alors je vais continuer en anglais. Mais pour moi, c'est une première. Je travaille beaucoup avec les collègues français à Bruxelles. Et dans ce travail, les collègues français sont très actifs et très forts. Ils pensent toujours de travailler avec eux quand ils rentrent à Paris ou dans l'autre part de France. Alors je me remercie beaucoup pour ça, parce que sans eux, ce n'est pas possible de faire les travaux à Bruxelles. Merci bien. I changed to English, otherwise it takes too long. I would like to speak to you on 3 points. The first point is, where do I come from? So who am I? Why am I here? Then differences between France and Germany in the sector of gas, but also the energy sector. And the third point would be to talk shortly about decarbonization, which is running a bit differently in Germany than it does in France. So who am I? I've been working for 28 years in the gas industry, so you could call me a real gas animal. I said to Georges, I've written my thesis on power to gas in 1989, so hydrogen has been there for a long time, but it didn't happen, and suddenly now hydrogen is back, so I'm very happy about that. And I always worked for TUGA, so that's a bit boring for some people that I've worked for 28 years for the same company, but there's a reason for that, because I like it. And in those 28 years, I've seen all the changes in the German gas industry, from being a rather boring, normal industry, a bit slow, to becoming very competitive and also to becoming very innovative. And these changes have been happening since, I would say, the last 5 years were very active and very important, and I hope this will continue. Who is TUGA? I'm quite sure that hardly anybody will know who TUGA is. We are a German company. Yeah. Vous avez lu, je crois. TUGA is a very old company. We were born 150 years old. 2017 was our anniversary year. And so we've been around for some time. And we are a holding company. We're sitting in Munich. And we hold participation in 100 energy companies. You could say 100, that's quite a lot. Yes, that is a lot. And they are spread all over Germany, from the north to the south and west to east.
So I think at all the borders we have a company sitting. And the specialty of TÜGA is that we only have minority shares. So we never have the majority, we only have minority shares. And the minority shares are somewhere between 15% and 49%. And the majority is always owned by the municipality or by the region. So this is a special philosophy that we have, and we always had. So it's not an invention of the last 10 years, but it has always been like this. We still have shares in companies that we have been holding for over 100 years, so it's a very long-running investment. And so this is a specialty because we think as we are working locally and the companies where we own shares are local energy companies, and this is why we think that the community, be it big or small, has to have the majority. Those companies, and that's a specialty in Germany, they are all active in the sectors of gas, electricity. Most of them are doing something with district heating. A lot of them have water and also wastewater. So they are mixed utility companies, and they are DSOs, so they operate the grid, but they are also suppliers. They produce heat and electricity. So it's a very different kind of market that we have. All of them are unbundled. Of course, we also oblige to the European law, and you all know that there are three different kinds of unbundling. So most of the German companies are either legal unbundled or they have the de minimis rule. That means that they have to unbundle internally, information unbundling and accounting unbundling. Who owns TÜGA? That would normally is the next question. Well, we are owned by our subsidiaries. So it's a mother-daughter-mother construction. We own shares in 100 companies, and 58 of them own the shares of TÜGA. So it's like a global model. And this leads also to very close contact. So it's like a large family. I think I know nearly everybody in those countries in the management. There are 17,000 people in the whole group. And from the size, the whole group has 4 million electricity customers and 2 million gas customers. We originate more from the gas side, but we've been growing in the electricity side too. And some of those companies serve only one city, some a smaller region, and some are very regional. When you look, for example, at the Badenova, which is close to the French border, so it's Freiburg, it's Offenburg, it's going all the way down to Basel. So this is a rather big region where they have the regional distribution of gas and also electricity in some of the cities. This leads to the description of where are the differences between Germany and France, which you can also see in the TÜGA. We have a very diverse structure. In total, we have 720 gas distribution companies and 870 electricity distribution companies. Take or to one or two because the numbers keep changing. Excuse me? And we even have more suppliers. So we have up to 900 suppliers doing offers for end customers in electricity. And if you are living in Munich and you go to the internet and you want to know how many people can offer me electricity, you will find up 150 different suppliers offering you electricity with about 500 different products. So it's a very, very competitive market that we have. But this structure that we have today is a very historical structure. It came from the 19th century. It came from the production of gas, which was all locally. This is where also TÜGA is coming from. Then electricity came to it, and then those utility companies were formed where they do all kinds of sectors included in one. And this is why I say there's no good or bad. It's not that I say that this structure is better than another structure. It just has evolved in time. And I still remember the year 2000 when competition was starting. There were a lot of people saying, oh, all the Stadtwerke, they're going to die down. They're not going to be there anymore because everything has to be big. And just the opposite happened. So today we even have more companies than we have in the past. It is always the economic decision of the city council what he wants to do. Whether he wants to give the concession to somebody or whether they want to have their own utility company. But always bear in mind that
even if you take the decision to have your own company and you take your own grid, it's still the customer who decides where he wants to buy the gas and the electricity. So no matter who's operating the grid, the customer takes the electricity from whom he likes best, whether it's green electricity or whether it's not green electricity. So, of course, many communities in Germany give the concessions to DSO companies. And it's just a matter of size, it's a matter of economies, it's a matter of capital that you have, where the companies, whether the councils take the decision of what they do. But the communities want to have a share in the say what happens in their region, in electricity and in gas, especially with renewables happening at the moment. You have local windmills, you have local solar farms, but there's also a big debate about who's building windmills and where are they built. So there's also a movement, probably also here, that you cannot build a windmill everywhere. But the communities want to be involved because it's, well, they have the industry, they have the commercials, and they want to make sure that their customers are served with all the energy they need. And from the discussion that I heard before, I've been debating with mayors about whether we shall bring gas to the last village or to the last part of the cities. And it still has to be economically viable, because gas is a very competitive fuel. You're competing against electricity, you're competing against district heating, wood chips, whatever you have, sun. So it has always been very competitive, and now it's even more competitive. Et un peu le charbon en Allemagne aussi. Oui. So we have to make sure that the operation that we do is done in a very competitive and economic way. And when we look at TÜGA, for example, when we have those regions where we combine 100 or 120 communities, sometimes those regions form special associations, so they can discuss with the companies on the same level, and sometimes they hold small shares in the companies to feel included. So this is a movement that has come in the past. So is that market functioning? Yes, it functions, but it means that if you have so many actors involved, you need very strict rules. I'm German, I know the Germans love their rules, and we have lots of them. We have the unbundling rules, we have rules to organize the switching process, the data management. I can dream of data management all days because it's very intensive. So every company has to follow those rules by the book. In the moment our regulator says you have to do that, you have to do this. And this is a very intense work, and this is why we are forming corporations. So many smaller companies, they have outsourced the things they have to do because they were not able to do that anymore at the price that they would have to do it. So we have corporations of companies, we have outsourcing, we have service companies. We in TÜGA, we have a very large trading floor, we have a very large energy data management that we offer to our companies. So there are corporations to organize the whole market, but still you have to obey all the rules. This leads me to my third point, because when you have such a diverse market, of course, there is a very intense discussion at the moment between electricity and gas. The German gas electricity market has been driven by the decarbonization of the last years. We have 33% of renewable electricity already in our grid, and so there's a debate of going all electric. But if you imagine a country like Germany where you have lots of industry and you have to make security of supply is one of the highest achievements that we have. For the industry, that is unthinkable. For them, gas is just there and gas has to stay there. So they want to, of course, have both electricity and gas. And so the gas industry has been waking up to that discussion in the last 2 years. We've done lots of studies. We have also proven that for the society it's more expensive to go all electric than to have the optimal combination of electricity sector, gas sector, and also the district heating. But still, we're in the middle of the debate. But people, and especially politicians, will only believe us that we will go into decarbonization if we show that something is happening. And this is why I'm so happy that there's a lot happening in France. What we heard today from the biogas, we started with biogas a long time ago. We have thousands and thousands of small biogas plants which are out there in the farms, which are producing heat and electricity, but which are not injecting the gas into the grid because they're too far away from the grid.
And the subsidy scheme that we have for biogas is only if you produce electricity from the biogas. You will not get any money if you inject the gas into the grid and you just want to sell it to somebody. We have 200 plants which inject the gas into the grid. So they upgrade it to biomethane and then they inject it. À ce stade, peut-être une petite question. À ce stade, très, très intéressant dans l'illustration que vous faites du développement du biogaz. Oui. Une petite question, est-ce que finalement, les facilités qu'on voit du système allemand très décentralisé historiquement et culturellement, qui permet les productions disséminées, actives et le développement, oui. Est-ce qu'en revers, il n'y a pas une difficulté quand il s'agit d'infléchir stratégiquement des orientations énergétiques, oui. où la France, avec son centralisme républicain, a pu avoir des atouts que n'ont pas l'Allemagne pour décider, pour l'échelle du pays, qu'il faut faire moins de types d'énergie que d'autres. Okay. We have, it's a two-level concept. So we have the decisions done in Berlin, which set the goals. How do you want to decarbonize? You know, we have the famous goals of minus 40% in 2020, but still it's the decision of the regions, and it's also the local decision what you're going to do there. So how much windmills you're going to allow, how much biogas, but the biogas is more investment done by the farmers. So it's a combination of those two. And when you look into the regions and when you look into the communities, all of them want to know where do we go to, so they make plans. For them, they have their own ambitions, how they want to decarbonize, and all of this has to put into a big context, so it's still working. But the problem that we have at the moment, that biogas was running very nicely, and then suddenly biogas is not en vogue anymore, because the biogas has been mostly produced by crops, energy crops, and energy crops is definitely at the moment politically not very much liked. And this means that at the moment, the future of the biogas industry is a bit unsecure. So we have new tenders which are coming up now, but this led to another movement which is called power to gas. As we have so much electricity which is produced in Germany, and some of this electricity cannot be injected into the grid, so those windmills and the PV farms have to be shut down because they cannot inject the electricity anymore. So what to do with the electricity? And it's not a new thing, so you can produce hydrogen from the electricity in an electrolysis plant, and you can inject the hydrogen into the grid. You can also transform it to a synthetic methane. So this is one of the discussions that we are doing at the moment, and it's a very intense discussion because we have to prove that there is a future in the combination of biomethane together with power to gas. And so there are more and more projects coming up. Just last week there was a very, very famous project in the North Sea between a Dutch TSO and a German TSO. They want to build a big electrolysis plant out there somewhere in the North Sea close to where the windmills are, convert it into hydrogen and then bring the hydrogen to the beach. So at the moment, a lot of people are thinking about what are we going to do with the hydrogen? Can we switch our grids from natural gas to hydrogen? So this is a topic that all the technicians have to solve somehow. But it's important that we show that we really are believing into this, that we believe that we can reach the goals, and that we have the big opportunity of using the existing grid. There is the infrastructure there, and the biggest thing that the climate needs is speed. So it doesn't make sense to wait for 30 years until something is built. Something is there already, and so we can use it. And we can also use it for gas and transport, which is one of the topics that you have been talking about before. Because, well, you know that some of the cities in Germany, we're always on the edge of blocking out cars. So we have to find a solution, a fast solution. So I think also gas and transport. But this is a very intense debate, and I'm very happy that the gas industry in Germany, but also in Brussels, is actively following it, and that everybody has woken up, because those 2 years, this year, next year, and the year after, with the winter package running, those are the years that we really have to move, and that we really have to prove that we think it is serious. Merci Eva. Et c'était un vrai plaisir de vous écouter en détail, avec un peu plus de temps d'ailleurs que nos intervenants français,
une petite préférence étrangère est bienvenue en ce domaine aussi. Donc merci à vous d'avoir eu cette expression précise. Et puis vous venez de Bruxelles, c'est pas très loin, c'est même moins loin que certaines capitales régionales françaises. Mais merci d'avoir fait ce déplacement et de répondre peut-être aux questions. J'imagine que certains ou certaines d'entre vous dans la salle ont préparé des questions à l'écoute de nos intervenants, dont je remercie à la fois de la qualité de leur première expression. Qui veut prendre la parole en termes de questions, s'il vous plaît? Merci, madame, sur ma gauche. Un micro va vous parvenir tranquillement. Puis on évoquera cette articulation entre décision décentralisée, action décentralisée et impulsion stratégique nationale, parce que c'est quand même un vrai sujet pour tous les États en Europe, et dans le reste du monde aussi, mais en Europe, et c'est vrai que les comparaisons sont intéressantes. Si. Bonjour, Anne Lepelletier-Marc, AFG. Moi, je m'occupe du GNL. Et je suis un peu surprise que dans les territoires, on ne parle pas assez de la mer. Parce qu'on est quand même un grand pays maritime. Il paraît que nous avons... Premier pays maritime d'Europe. Bah oui. Et on pense aussi que le gaz a un avenir pour le maritime. Et d'ailleurs, Madame Schwartz a parlé du Canca. Mais il y avait aussi tout un côté maritime. Et l'AFG a d'ailleurs contribué à la création d'une plateforme GNL marin. Et je voulais le dire. Donc, quelle est la place des régions pour le GNL marin, ou quelle région s'occupe plus du maritime? Je suppose les régions maritimes, mais comment? Oui, merci beaucoup. C'est une bonne question. Est-ce que peut-être Virginie Schwartz peut nous donner des orientations pour le maritime de demain? Alors, vous avez complètement raison, et c'est pour ça que l'État, qui aime bien les schémas, comme ça a été rappelé quelquefois, travaille sur quelque chose qui s'appelle la Stratégie nationale de la mer et du littoral, la SNML, qui va traiter de l'ensemble des questions de la mer et du littoral, mais notamment des questions de transition énergétique. Voilà, avec des questions qui peuvent être des questions gazières, parce qu'on a par exemple beaucoup parlé de mobilité routière et de recours au gaz pour les transports de marchandises, mais il y a aussi un énorme sujet sur le maritime qui, je crois, a été évoqué hier après-midi et qui semble tout à fait prometteur. Développement du GNL maritime et fluvial. Mais il y a aussi voilà, tous les sujets d'éolien en mer, par exemple, et d'énergie marine qui seront aussi abordés dans cette stratégie nationale de la mer et du littoral, avec notamment voilà, les questions de coexistence d'usage. Comment est-ce qu'on articule le développement des énergies renouvelables avec les autres activités sur le littoral, le tourisme, la pêche, etc. C'est une question qu'on rencontre souvent sur les énergies renouvelables à terre, mais qui se pose aujourd'hui en mer et qui va donner lieu ensuite à des débats de façade et à des stratégies façade par façade. Donc, c'est des travaux qui vont avoir lieu, je dirais, au cours de l'année 2018. Pour définir façade maritime par façade maritime, façade, des stratégies, le paysage notamment, des façades, voilà, mais au sens façade naturel. Maritime, on va, voilà, pour avoir des visions globales de l'ensemble des enjeux de la mer. Peut-être un mot du normand, façade maritime, s'il en est, qui a été illustré par des histoires et le débarquement, mais aujourd'hui, pour l'avenir du renouvelable notamment, comment vous voyez l'articulation avec le gaz ? C'est pas à moi qu'on aurait dû poser la question, c'était à la présidente de la région. Parce que pour le moment, je crois sincèrement que les régions ont un peu occulté la partie énergie que vous évoquez. La Normandie est assez impliquée dans l'éolien offshore, mais la production d'électricité maritime est une chose qui est occultée. Par contre, je crois, et là vous allez me dire si je dis une bêtise, il y avait une réunion hier soir à 18h avec Sébastien Lecornu, secrétaire d'État de Nicolas Hulot, entre la FNCCR et le ministère, pour parler de production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Et j'ai été invité, Nicolas Hulot va à Nantes ou Saint-Nazaire dans 3 ou 4 semaines, le 13 octobre. Il aurait pu aller au Havre. Hein. Non, mais pour l'hydrolienne qui est installée là-bas. Oui, et j'ai dit que si je pouvais ce jour-là, je serais ravi de... Donc ça bouge, tout ça pour vous dire que ça bouge. Mais
là vous avez raison, les collectivités locales ne sont pas encore suffisamment impliquées, dynamiques dans ce domaine. Peut-être un point de... C'est vrai que c'est un sujet intéressant, Jean-Louis Ball, sur le sujet maritime. Peut-être, bon, l'Allemagne a peu de, par rapport à la France, de rives maritimes, enfin quand même dans le nord, c'est pas la Bavière, mais éventuellement un mot sur le sujet, mais sinon on passe à une autre question. Sur le renouvelable maritime. Le renouvelable maritime, moi je l'ai pas cité parce que je me suis un peu concentré sur le gaz. Oui. Mais c'est effectivement dans le développement territorial des énergies renouvelables, c'est une composante tout à fait importante. Ben, Virginie vient de le rappeler. Moi, j'ai rien à rajouter, mais on a depuis pas mal de temps, avec beaucoup de régions, sur l'éolien offshore notamment, mais également donc sur l'hydrolien. Hier, on avait à une de nos conférences le président de la région Bretagne. On a vraiment un travail en profondeur, et notamment sur tous ces aspects industriels de développement, de valeur ajoutée locale dont je parlais tout à l'heure. Et la région Occitanie est très impliquée sur le développement de l'éolien flottant, avec combien de projets sur trois projets en Méditerranée, donc, dont 2 sur l'Occitanie. Il y a effectivement à voir, si on va plus loin que les fermes pilotes, ce que je souhaite, comment on va organiser le développement de la valeur ajoutée locale. Et le sujet, effectivement, de l'acceptabilité par les opinions publiques locales, et aussi ce qui est souterrain, c'est-à-dire qu'au souterrain ou sous-marin, l'hydrolien qui peut à la fois combiner la bonne acceptabilité du voisinage et peut-être des potentiels moins qu'on l'imagine. Bon, ça serait un débat de notre colloque, parce qu'il faut quand même se concentrer sur l'activité gazière. Je vais essayer d'être court, vous avez 1000 fois raison, mais je suis frappé de voir, je pensais moi que l'éolien offshore allait être beaucoup mieux accepté que l'éolien sur Terre. On sait très bien que l'éolien sur Terre, il y a des problèmes là où l'habitat est dispersé. Quand vous avez des régions françaises où il n'y a pas d'habitat, c'est beaucoup plus facile d'installer des éoliennes. Quand vous avez un habitat dispersé, c'est-à-dire qu'il se retrouve une maison systématiquement à 300 ou 400 mètres de toutes les éoliennes, c'est difficile. Et je me suis dit, l'offshore, ça va marcher. Mais non, je vois dans ma région, dans la région notamment de Fécamp, c'est quand même des éoliennes qui sont à 15-17 km au large. Mais je peux vous dire que les associations de défense locale en France, pour faire passer les choses, offshore sont aussi dynamiques que les associations anti-éoliennes sur Terre. Je peux le témoigner dans d'autres régions maritimes. C'est le cas du Grand Ouest breton, Atlantique plus au sud, etc., où il y a des résistances, des conservatismes aussi, mais bon, avec de bonnes et mauvaises raisons, mais enfin, c'est comme ça. Quelles seraient les 2-3 questions, s'il vous plaît, sur ces sujets passionnants? Merci, monsieur. Oui, merci, monsieur. Un micro vous parvient derrière vous. Merci de vous présenter en 2 mots et d'énoncer votre question. Oui, Claude Conrard, Uniden, c'est l'association de représentants des grands consommateurs d'énergie, c'est le FAOICA français. Une question, on a beaucoup parlé de l'alimentation des communes, qu'il faut augmenter en gaz. Sur les territoires, il y a aussi une problématique concernant les consommateurs industriels qui existent et qui, avec les impulsions actuelles européennes et françaises, en termes de prix du carbone, ont un mur face à eux. Les représentants, les autorités locales vont vraiment devoir aider très rapidement, beaucoup plus les entreprises à amorcer un virage de décarbonisation, si je puis dire, pour les années à venir. Alors, ma question va s'adresser à Madame Hennig. En Allemagne, il y a pas mal d'usines encore au charbon. En France, il y en a aussi, pour prendre cet exemple du charbon. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Alors, certaines sont dans des sociétés comme BASF qui est peut-être favorisée parce que intégrée dans des champs gaziers peut accéder à du gaz moins cher que d'autres. Et donc, le gaz peut être la solution. Mais pour la plupart des autres, le gaz ne sera certainement pas la solution.
parce que le prix du carbone va augmenter, on ne sait pas exactement jusqu'où. Donc rebasculer pour un industriel du charbon au gaz est un risque qu'il risque de ne pas prendre. Donc en Allemagne, quelles sont les préconisations, quelles sont les orientations que vous sentez? Il y a la cogénération, bien sûr, qui a été poussée et qui peut être une solution au moins intermédiaire. Et à terme, il y a la combustion de déchets. Voilà deux grandes pistes que l'Allemagne a développées. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Pourquoi? Merci. Et est-ce que vous voyez d'autres pistes? Merci, très importante question, effectivement, de l'articulation des énergies et puis du basculement progressif vers d'autres énergies que le charbon. Comment ça se passe en Allemagne? I think in Germany you have to make the distinction between the energy industry and the industrial industry. I think you were talking about the industrial customers. Okay. Well, many industrial customers, large industrial customers, already have gas CHP plants. So they produce their own electricity, especially the large ones, being active in paper, aluminium, steel. So those are very large industrial energy plants. And of course, some of them have coal, some of them have gas. It's the decision of the industrial customer, but all of them, if we're talking of a certain size, they are all in the ETS sector. So this means that the decision of which fuel they will take in the future will depend very much on the development of the CO2 price. And so it's not the decision by the lawmakers to say when an industrial customer has to change his industrial energy production. It depends on what's economical for that industrial customer, and this will depend very much on where prices go and where the CO2 price will go. And yes, there is a big debate about coal in Germany, which is clear. If you have a very tight CO2 reduction target as we have it, then the question is how do we get there? But still, it is the decision of the consumers. And this is why we are all advocating for a strong ETS system, because if the ETS system is really giving incentives for industrial consumers to go in and into energy efficiency, I think this is one of the when you would talk to a politician, he would probably say, well, try energy efficiency first before you do something else, because energy efficiency is then bringing those industrial customers a step forward, and this is why energy efficiency is also subsidized. The schemes, there's a lot of money coming from the state, so also the industrial customers can do. And there is a lot of energy efficiency you still can do in industrial sites, more than most people believe, so this is the first step. But in the long run, this will be decided by the ETS sector and the CO2 price, where it will go to when those customers go into the fuel switch. It's nothing that will be enforced from the top. Mais vous ne craignez pas qu'il y ait un certain nombre de ces sites industriels qui fassent le choix de ne pas forcément rester en Allemagne? Je ne suis pas sûr que le prix du carbone ça va vous faire quitter le charbon, et je crois qu'à terme, c'est ce qu'il faudra faire. Mais il faut le faire en douceur pour maintenir les emplois industriels là où ils existent. Sinon, c'est le carbone leakage. Et en complément de votre remarque, relance de notre invité, c'est vrai qu'il y a le critère économique du prix, et il y a le critère politique de la décision qui peut aussi, au niveau européen, avoir des incidences. On le verra aussi, l'Europe de l'énergie pourra avoir une meilleure, on va dire, mise en cohérence des acteurs de l'énergie à l'échelle européenne, mais c'est un levier qu'on évoquera cet après-midi d'ailleurs dans une table ronde sur l'Europe du gaz en particulier, mais c'est un volet aussi d'évolution qui peut s'accélérer. Là-dessus, peut-être votre point de vue sur l'articulation sur l'articulation finalement, et ce sera peut-être le résumé de cette table ronde, l'articulation entre le site, le point de décision local et national, d'une part, et entre le local national et l'européen. Quelle est la bonne synthèse que vous voyez pour l'avenir et quels sont les niveaux de levier qui vous semblent les plus prometteurs? You mean in regard of the energy industry or in regard of the question for the industrial customer? Pour l'évolution de la transition énergétique et écologique.
en faveur éventuellement Okay. de l'activité gazière, mais plus généralement. So it's Une clear. grande question. Yeah. Well, for me, it's clearly it's a matter of decentralization. So it's something that has to be local. I also see that power to gas will something be very local. Biogas is very local. The renewable production of electricity, if it's not offshore, is very local. So a lot is happening at the DSO level, and this is why I think that the transition, the energy transition, has to happen locally. Also to take the citizens with us. And this is the biggest discussion that we have, that they have to be involved in that debate, otherwise they will never really accept it. And they have to do something in energy efficiency, and they have to be willing to go that path. And this is why this is nothing you can propose just in Berlin or in Paris. It's important that the politicians there in the communities help this process. Merci beaucoup. On est à l'heure, je suis en vigilance aussi sur la question horaire, donc on m'a dit d'essayer de conclure autour de 11h, il est 11h03 je crois, donc si vous êtes d'accord on peut échanger plus informellement. Je crois que de beaux ateliers vous attendent, ainsi que des conférences pendant la séquence du déjeuner. Donc merci à vous en tout cas, on peut applaudir l'ensemble de nos intervenants de ce matin.